Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ce soir, la soirée est dédiée au Meetup pour vous présenter le partenariat entre Meritis et Sébastien Rogue. On va commencer par une courte présentation d'une vingtaine de minutes, et puis ensuite il y aura des questions-réponses. Donc le but c'est que ce soit très interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Et on va commencer par une vidéo, si vous voulez bien. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là, dans les locaux de Meritis. Ce soir, je vais vous raconter assez brièvement mon parcours et ce qui m'a amené à faire ce bateau que vous venez de voir à l'écran. Et ensuite, je vais faire une deuxième partie qui va être un peu plus technique, un petit peu plus dans votre domaine. C'est quel est aujourd'hui pour nous l'enjeu de la gestion de la donnée et la gestion de la data sur un bateau comme celui-ci et ce que ça pourrait amener en termes de performance. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Rogue, j'ai 33 ans et j'ai la chance de faire ce magnifique métier depuis maintenant une douzaine d'années. J'ai commencé sur des tout petits bateaux, c'est des mini 650, c'est ce qu'on appelle chez nous dans le milieu de la course au large le bac de la voile. C'est-à-dire, tu vas y apprendre tes bases. Alors, mini, c'est par la taille du bateau, mais pas par la taille de sa compétition, parce qu'on faisait à l'époque une transat qui allait de La Rochelle à Salvador des Bahia. Un peu particulière, parce que la communication était interdite. Et pour le geste, on donnait même notre téléphone portable au départ et on le récupérait au Brésil. Et en gros, quand tu sors de ça, si tu aimes encore le bateau, c'est que tu peux être fait pour le métier. Et on a fait, avec mon ancien partenaire, 5 années de Mini 650 et ensuite on est parti sur des bateaux plus gros qui s'appellent les classes 40. Les classes 40, ce sont des monocoques de 12 mètres 18 de long qui permettent d'accéder aux courses plus prestigieuses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Québec-Saint-Malo.
Et on a construit un nouveau bateau. Et en 2013, on a réussi à remporter la Transat Jacques Vabre, puis participer à la Route du Rhum en 2014. Et nous, dans le monde de la voile, on a une disruption majeure qui est apparue, je ne sais pas, pour ceux qui suivent un petit peu le nautisme, ces images de dingue qui nous sont arrivées de San Francisco en 2012 avec les foils et les bateaux qui volent. On voyait ça dans la baie et ça a révolutionné complètement la manière de penser notre sport sur différents aspects, parce que forcément les bateaux sont devenus beaucoup plus rapides, on a eu des défis architecturaux qui ont été complexes, ça fait essayer de faire tenir ces bateaux et ces foils pour que ça puisse voler. Et j'ai décidé de porter l'équipe vers cette innovation en sortant un petit peu de notre zone de confort qui était la course au large, donc des courses qui duraient 5, 10, 15, 20, 25 jours, vers cette technicité du foil qui, elle, ne pouvait se pratiquer qu'en inshore, c'est-à-dire entre 3 bouées, avec des courses qui duraient très peu de temps, environ 20 minutes. Mais par contre, c'était surtout réussir à comprendre cette technologie, à l'intégrer dans l'équipe pour, au moment opportun, pouvoir la transférer sur la course au large, parce que la technologie, ça arrive d'un côté, mais souvent ça vient, comment dirais-je, absorber tout le monde connexe de son sport. Et après 3 années de GC32, qui étaient ces bateaux volants, eh bien, j'ai pu mener et monter le projet sur un Multi 50. C'est le Multi 50 qui est le bateau qu'on voit à l'écran. C'est un trimaran de course au large avec des foils. C'est un bateau qui ne permet pas de voler entièrement, parce que pour voler sur un bateau, il faut 4 points d'appui, ou 3, et celui-ci n'en a que 2 qui sont ses foils sur les côtés. Mais on s'approche déjà vachement de ce monde un peu hybride entre le bateau qui flotte et le bateau qui vole, et qui apporte un certain nombre de complexités en termes de pilotage, en termes de réglage, en termes de gestion du bateau. Et donc, on monte le projet après ces 3 années en GC, et on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne parle pas très bien. C'est un bateau qui est doté de capteurs, et un skipper comme moi, qui n'est pas forcément nourri dans le digital, mais on peut comprendre beaucoup mieux ce que nous raconte le bateau. Et le bateau, il nous parle, il nous dit plein de choses, sauf qu'on ne parle pas exactement la même langue. Alors, cette parole, vous la connaissez tous bien mieux que moi d'ailleurs, ce sont les données, les datas. Aujourd'hui, sur un bateau comme celui-ci, on a environ une 50aine de capteurs, et il faut réussir à les agréger, à les interpréter, parce qu'on fait de la compétition. Notre objectif, c'est faire de la performance, aller de plus en plus vite, et ces données-là vont nous apporter, ça va être une source, une mine d'or en termes d'information pour augmenter les performances du bateau. Donc, comme je disais, moi je suis marin breton, je ne parle pas trop digital. Donc qu'est-ce qu'il me fallait ? Il me fallait un partenaire digital. Et c'est là où, avec Meritis, on s'est super rapidement entendu, compris, et avec Gilles, que je remercie encore, à sauter dans l'aventure en disant, écoute, si tu as besoin d'un partenaire digital, on est là, c'est notre savoir-faire, c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. Donc on relève le challenge de se dire, on va essayer de récupérer les données de ton bateau et de les agréger, et d'essayer de faire parler ce gros bout de fibre de verre et de carbone pour essayer de monter en compétences. Alors comment ça fonctionne à bord ? On a donc des capteurs qui sont reliés à un ordinateur et qui fournit de la donnée en continu avec une fréquence en fonction des capteurs qui vont de 100 à 25 Hz et qui sont stockés. Après, on a à bord un certain nombre de logiciels qui nous permettent de déjà comparer des données en temps réel, ce qu'on appelle faire des segments. C'est de manière très basique, on arrive à comparer quelques données pour savoir si
la voile qu'on a mis pendant 10 minutes est plus performante que la voile qu'on a mis 10 minutes avant, et on fait des segments comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, en fonction des besoins qu'on peut avoir. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, parce que aujourd'hui, la voile, c'est un sport qui est assez en retard sur la gestion des données. Ça s'est très bien développé dans la Coupe de l'América et dans ces bateaux extrêmement volants, en tout cas plus volants que ce qu'on peut faire en course au large. Et il faut... je suis convaincu que le digital et les données sont le prochain vecteur de performance de nos bateaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des données? En fait, on a plusieurs échelons. Le premier, ce serait déjà juste de comprendre ce qu'il nous dit, d'essayer de comparer encore beaucoup plus précisément que ce qu'on fait aujourd'hui, les différences entre deux voiles, les différences entre certains réglages de foil, de dérive, de tension dans les écoutes. Donc tout ça, c'est des capteurs qu'on met en place, qu'on arrive à mesurer. Et dans un second temps, la course au large, c'est un marin ou deux, comme la Transat Jacques Vabre. On va partir le 27 octobre avec Mathieu, traverser l'Atlantique du Havre à Salvador de Bahia. Et on est beaucoup sous pilote automatique. Le pilote automatique, c'est assez basiquement un ordinateur. On lui donne un cap à suivre, un angle par rapport au vent, et on lui demande de le suivre. Il y a quelque chose qui manque terriblement à nos pilotes automatiques, c'est ce que l'humain arrive à peu près bien à faire, c'est-à-dire à essayer de regarder et de comprendre l'environnement extérieur qu'il peut avoir. Et le rêve de tout marin serait d'avoir un pilote qui arriverait à appréhender aussi bien que lui tous ces éléments. Et là, notre seule source de satisfaction, j'ai envie de dire, ça va passer par le digital, par le fait de pouvoir à un moment aussi annexer de la caméra et de la vision à nos pilotes automatiques, à potentiellement faire du traitement de données en direct, on-board, dans le bateau, pour pourquoi pas à terme changer quasiment les algorithmes de pilotage en fonction de l'acquisition de la connaissance pendant les compétitions. Une Transat Jacques Vabre, il faut imaginer que c'est environ 12 jours. C'est 12 jours d'acquisition de données H24. Ça génère des gigas et des gigas de données. Et peut-être qu'un jour, à terme, on pourrait imaginer que ce traitement de données puisse se faire on-board pour faire évoluer le bateau en permanence. Donc, avec Mathias, on a pas mal discuté et on va avoir une ressource de chez Meritis qui va en part-time intégrer notre projet, qui va apporter son expertise, son expérience, ses idées. Et on va, vraiment le but, c'est jusqu'à en tout cas fin 2020, réussir à collecter et comprendre mieux que ce qui ne se fait aujourd'hui les données du bateau. Alors peut-être pour vous en dire un petit mot, donc c'est Loïc Vessière qui va être qui a été sélectionné, on va dire, pour ce projet. Donc le principe, c'est qu'il va passer, je sais pas si je suis dans le cadre, il va passer ses jeudis au siège pour travailler. Donc il aura une journée par semaine dédiée à ce projet, entièrement. Voilà, et donc le but au départ, ça va être de construire un data lake, en fait, déjà pour récupérer les données, pour les stocker. Peut-être une petite couche de data vis dessus pour que les données deviennent accessibles à Sébastien pour qu'il puisse lui-même regarder et analyser visuellement les données. Et après, la dernière étape, la plus intéressante, ça va être de faire tourner des algos de machine learning dessus, justement pour après pouvoir proposer des nouveaux réglages ou comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé lors d'une course précédente. Alors nous, dans la course au large, on parle de bateaux intelligents, de marins intelligents, mais on préfère quand même le mot de marin augmenté et de bateau augmenté, parce que dans tous les cas, au milieu de l'Atlantique, ça reste l'humain qui aura la décision finale sur le choix. Et en fait, ce qu'on recherche du digital, c'est de nous apporter des idées, des solutions. Il faut aussi imaginer que c'est une aide qui est précieuse, parce que dès qu'on part un peu au large, comme ça, plusieurs jours, en fait, on arrive assez vite sur un taux de fatigue
qui est bas, parce qu'on ne dort pas beaucoup sur nos bateaux, ils ne nous laissent pas le temps de dormir. C'est un peu comme des bébés, quoi. Ils se réveillent tout le temps. Et du coup, on est assez vite dans une ambiance où on réfléchit pas forcément hyper vite, hyper bien. Et quand on fait des erreurs, typiquement, c'est quand on prend des mauvaises décisions. Et je suis convaincu que là-dessus, le digital va nous apporter une source de fraîcheur incroyable et avoir l'ordinateur qui nous dit assez rapidement par certains warnings, qui soient visuels, sonores, en disant attention, là tu es en train de faire une erreur, vérifie, aie conscience que tu es en train de la faire et viens la rectifier. De toute façon, je ne peux pas la rectifier pour toi parce que dans la voile, on a une règle qui est au dos de notre licence, partie des textes fondateurs de notre fédération, c'est que rien ne peut être actionné autrement que par la force humaine. Il y a il y a une dérogation dans cette règle, c'est le fait que la barre, par le pilote automatique, puisse être gérée électroniquement et mécaniquement par un vérin hydraulique, puis par une intelligence qui dit au vérin de tirer, pousser pour suivre sa consigne. Mais les voiles, c'est impossible, elles ne peuvent pas être gérées de manière automatisée. Donc, dans tous les cas, l'action humaine reste obligatoire et permanente. Par contre, l'aide à la décision, là-dessus, on peut y aller de manière importante. Et c'est là où voilà, tout l'enjeu de notre partenariat. Alors, comme on en a discuté avec Gilles et Mathias, on y va aussi humblement dans cette recherche de performance. On va être un petit peu étape par étape et voir comment est-ce que déjà on va réussir à créer bien la connexion avec le bateau. Est-ce qu'on va essayer d'en découler? Nous, il y a quelque chose qui est hyper important. On a quelque chose de référence qui revient quand même tout le temps, c'est la vitesse du bateau. C'est-à-dire que les données, elles seront toujours en référence à la vitesse. Ce qu'on veut augmenter, c'est cette vitesse de bateau. Donc on va avoir un tas de données qui vont changer et on va regarder comment est-ce qu'elles influent cette vitesse de bateau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, comment ça marche le foil? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant exactement de ce que c'est et à quoi ça sert et pourquoi ça a fait une rupture si importante. Un foil, voilà, le foil, c'est ça. C'est ici, là, il est relevé et il peut descendre, il traverse la coque dans son puits et il permet, et ensuite il est complètement dans l'eau de manière courbe, c'est-à-dire qu'il a cette forme quasiment parallèle à l'eau. Un foil, comment ça fonctionne? C'est exactement comme une aile d'avion. Il y a deux profils avec un intrado et un extrado. Et quand le bateau commence à avoir de la vitesse, commence à avoir de l'avancement, eh bien ce profil génère une poussée verticale vers le haut et qui donc a pour but de quasiment sortir le flotteur de l'eau. Donc on génère beaucoup moins de traînée, donc plus de vitesse. Et là, on rentre dans un cercle assez vertueux où plus on va vite, plus on va vite. Et aujourd'hui, il faut imaginer que ces bateaux-là, ils peuvent aller jusqu'à 2 fois la vitesse du vent réel. C'est-à-dire que si vous avez 10 km/h de vent, nos bateaux, ils savent aller à 20 km/h. Et ça, les foils en sont pour beaucoup. Et c'est quelque chose à terme qui va encore évoluer parce qu'on manque du petit booster qui sont les foils, ce qu'on appelle les plans porteurs sur l'arrière des safrans pour que le bateau puisse vraiment voler sur lui-même. Et où là, on se retrouve avec un bateau de 15 mètres de long, mais qui n'a une surface mouillée que d'1 mètre carré par ses plans porteurs sur les foils principaux et sur les safrans. Et là, on prendra encore quelques pourcentages de vitesse et de stress, à mon avis. La vitesse max que le bateau a atteint, parce que nous, on a racheté un bateau d'occasion qu'on a remis aux couleurs de l'équipe. C'est pas un bateau neuf, donc il a une vie avec nous. Nous, c'est aujourd'hui quasiment 35 nœuds, un petit 70 km/h. Et sa vitesse max, le Mano, tu me dis si je me trompe, mais c'est un tout petit peu en dessous de 40 41 nœuds, voilà. Bon. Donc on a encore quelques pourcentages de perf à aller chercher. Un bateau neuf, ça coûte 3 millions d'euros. Alors, ça fait pas très longtemps qu'on a ce bateau, donc heureusement, on s'est pas encore retourné avec. Clairement, c'est pas l'objectif. Il faut essayer de garder le bateau à l'endroit. Après,
c'est un métier qui est effectivement assez dangereux en soi. Et il m'est arrivé une épreuve un peu complexe où, en pleine nuit, en solitaire, je suis tombé par-dessus le bord du bateau. Et où là, il a fallu que je trouve quelques solutions pour attendre gentiment que les secours viennent me chercher. Qui a été probablement ma plus grosse galère dans ma vie. Jusqu'ici. Surtout en pleine nuit, en 35 nœuds de vent, c'était à la sortie de la baie de la Baule, à l'arrivée d'une compétition où là j'ai clairement payé ma jeunesse, c'était ma première course. J'avais 21 ans. Je passe la ligne d'arrivée en deuxième position après 3 jours de compète et j'avais l'impression que parce que la compète était finie, alors le risque l'était aussi. Et on était sur nos petits bateaux de 6,50 m, là tout petits, qui bougent un peu dans tous les sens. Et pendant la compète, c'est simple, on se déplace à genoux, presque en rampant sur le bateau, parce que sinon on est haut, on a un centre de gravité haut, et là on est clairement sujet à pouvoir tomber à l'eau. Et moi je passe la ligne d'arrivée, et je vais commencer à préparer mon bateau pour rentrer au port. Et là, je me lève droit comme un i, sauf que le bateau prend une déferlante, il se couche quasiment à 90 degrés, et moi je fais bascule dans les filières, ce qui nous permet d'habitude de ne pas tomber à l'eau. Et le bateau était sous pilote automatique, donc il s'est remis à l'endroit, et puis il a continué sa route, il est parti s'écraser sur des rochers. Et puis moi, je suis resté une bonne heure et demie à patauger. Et, on m'a récupéré inconscient dans l'eau, donc c'est un pur miracle. Aujourd'hui, je le mets dans le carton des miracles. Un bon petit scotch. On n'aura pas forcément de joker. Donc c'est ma plus grosse galère. J'espère honnêtement que ça ne me réarrivera pas. Si, c'est clairement la problématique. Trimaran, pourquoi est-ce que ces bateaux vont si vite? C'est pour deux choses. C'est que la puissance, vous pouvez la générer par deux choses. Donc la puissance, c'est ce qui va faire avancer le bateau. Soit vous la générez avec un monocoque et du plomb qui est accroché au fond, et plus le bateau gîte, plus la quille, plus le bateau avance. Le problème du plomb, c'est que ça pèse très très lourd. Ou alors la puissance, vous allez pouvoir la générer, j'attends une autre image, mais par la largeur du bateau. C'est-à-dire le fait d'avoir les flotteurs qui soient le plus possible écartés. Mais on n'a pas de plomb. Un monocoque ne pourra jamais chavirer parce que le plomb qui est accroché au fond de sa quille est dimensionné pour qu'à aucun moment il puisse totalement cabaner. Là, on n'a pas de plomb, donc il est clairement possible de faire la crêpe. Et là, c'est game over, quoi. C'est à 95% du temps, non, parce qu'au contraire, ça apporte de la sécurité. Mais quel est le problème des trimarans? C'est que de temps en temps, ils peuvent s'encir vers l'avant, ce qu'on appelle enfourner. Et en fait, le problème de ça, et quand il y a un foil, et que tu dépasses un angle d'enfournement, eh bien, tu as une inversion de profil du foil, c'est-à-dire que ce qui normalement devait tirer vers le haut, enfin pousser vers le haut, en fait tire vers le bas. Et là, là c'est les fameux 5%. Il faut essayer de ne pas se retrouver. Ouais. Et que c'est uniquement manuel. Et je ne sais pas si vous avez vu, on nous voit beaucoup mouliner en fait sur les vidéos là, typiquement là on est en train de mouliner avec Mathieu. On a 4 winches, et les winches c'est un peu comme des boîtes de vitesse de voiture. C'est-à-dire on a la première vitesse qui va très lentement, qui permet de tirer une grosse force. Il faut imaginer que sur une écoute de voile, comme on a sur nos bateaux, on atteint les 8-9 tonnes de tension dans l'écoute. Donc là, on est vraiment sur des tout petits rapports. Alors on borde pendant très très longtemps et on ne borde que quelques millimètres à chaque fois. Le pilote automatique, lui, il n'actionne que les gouvernails. Le volant du bateau. À aucun moment, il n'actionne les voiles. Alors aujourd'hui, les données, elles sont stockées dans des disques durs sur le bateau. Et au fur et à mesure, on vient. C'est aussi des fichiers qui se suppriment par le temps et qui laissent la place aux nouveaux fichiers pour arriver. Et une journée de navigation, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est environ 7-8 gigas sur 24 heures de prise d'infos. Pour environ 5 ans. Alors, il y a des capteurs qui fournissent des informations beaucoup plus lourdes que d'autres. Et aujourd'hui, on n'a pas encore intégré à ces capteurs de la vidéo ou de la photo.
qui elles aussi nous permettent en fait derrière, avec le traitement de données, de pouvoir revenir sur l'événement en visuel, se dire ben voilà, on voit que sur notre timelapse de données, on a un truc bizarre, soit une vitesse qui va très vite, soit vraiment une vitesse un petit peu lente et on aimerait savoir. Là, l'avantage est qu'on peut mettre des caméras en arrière et vraiment capter tout le bateau et voir ce qui s'est passé. Et là, ce qui est aussi compliqué dans notre monde, c'est que les facteurs qui peuvent gêner la performance du bateau, et il y en a beaucoup, on pourrait même imaginer juste le fait de naviguer et de prendre des algues. Prendre une algue dans un foil ou dans un safran, ça peut tout de suite casser de 10 ou 15% les performances du bateau. Ça va être toute la complexité aussi du traitement des données, c'est réussir à matérialiser les traces, donc les moments où le bateau est vraiment à 100%, et quand il ne l'est pas, savoir être certain que ce ne soit pas quelque chose de matériel, comme une algue, ou alors un défaut de réglage, qui est vraiment ce qu'on va chercher plutôt, pour comprendre. Donc là, il va falloir qu'on soit super rigoureux sur la gestion de nos traces à bord, et quand on va envoyer les données à Loïc, qu'il soit certain d'avoir uniquement que des données propres, qui soient traitables totalement. Ouais, moi, c'est clairement mon rêve de marin, c'est le trophée Jules Verne, c'est le tour du monde en équipage sans escale et sans assistance. Aujourd'hui, il est détenu en 41 jours par un mec qui s'appelle Francis Joyon. Et je suis convaincu qu'on peut le faire en 35 avec un bateau volant. Et aujourd'hui, mon projet en multi 50 est la première échelle, le premier échelon pour accéder un jour à ce projet. Et contrairement à certains marins, je crois, pour moi, la seule façon d'y accéder à ce vol stable en mer, c'est le digital. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on navigue sur des 2 chevaux. Il faudrait qu'on navigue sur une Tesla pour que ce soit réellement possible. Parce que les bateaux vont aller super vite. On voit des vitesses 45, 50, 55 nœuds. Moi, je ne connais pas d'humains qui sont capables pendant 40 jours de barrer un bateau à 50 nœuds alors qu'il y a de l'émotion, il y a de la fatigue, il y a du stress. Alors que le digital, lui, tant qu'il a de l'élec, ça roule, quoi. Et on a déjà porté, il y a quelques années, un projet ambitieux sur le fait de pouvoir faire voler un grand bateau de 100 pieds, donc d'environ 30 mètres. On a toute l'architecture, en tout cas, on voit on a la vision digitale qu'il nous faut. Après, on n'en a pas du tout les compétences. Et donc, au fur et à mesure, l'idée est de tourner vers ça. Et voilà, le premier step de mon rêve est à l'écran. Ouais, je suis plutôt proche de Massif, de François, et on brainstorm pas mal sur l'idée du vol. Nous, là, on fait partie, je pense qu'on est l'équipe qui a envie le plus d'intégrer le digital dans son projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marins qui sont un petit peu dubitatifs à l'idée de se dire l'intelligence artificielle, surtout par méconnaissance du sujet. Nous, on a eu la chance à certains moments de notre projet d'être entouré par des gens qui avaient une connaissance poussée dans ce domaine-là et qui, juste en nous expliquant les possibilités qu'il pouvait y avoir. Alors après, ça apporte d'autres problématiques qui sont beaucoup plus matérielles. C'est comment est-ce qu'on gère la création d'énergie à bord pour pouvoir gérer les données, pour pouvoir faire tourner les serveurs, pour pouvoir actionner l'ensemble des capteurs qui vont être à bord. Donc voilà, ça apporte aussi un certain nombre de complexités. Mais c'est clair et net que demain, c'est le digital qui va faire que les bateaux vont voler de manière stable. La voile aujourd'hui, moi j'aime bien le comparer à l'aviation il y a 100 ans. On en est un peu au stade des frères White qui font voler leur petit coucou et qui font 10 mètres et qui s'écrasent. Est-ce que 100 ans après, on imaginait qu'un A380 allait voler au départ de Roissy? Je crois pas. En tout cas, eux, je pense pas que ça faisait pas partie de leur schéma. Et la voile, on en est là. Alors aujourd'hui, c'est la compétition qui développe
ce côté volant des bateaux. Mais demain, c'est clairement le nautisme. Alors, est-ce que dans 50 ans, on verra des cargos de 400 mètres avec des foils capables de faire Le Havre, New York en 4 jours en consommant 30% de moins ou 50% de moins? Ça, je ne sais pas. Parce que le foil, il a deux intérêts. Il a un intérêt pour la compétition, c'est le gain de vitesse. Il a un intérêt pour l'industrie, c'est le gain de consommation. Donc on a un vrai... demain, vous parlez à CMA, CGM de consommation de cargo, là, ils vous écoutent. Hein. C'est leur premier poste de dépense. Donc le foil a un vrai intérêt industriel, à mon avis. Alors on va capter on va avoir des capteurs de positionnement. Par exemple, on va avoir le foil, on va savoir quelle incidence il est réglé. On va avoir des capteurs de vitesse, on va avoir des capteurs de force de vent, de direction de vent. On va avoir des capteurs qui vont permettre de matérialiser le travail que fait le pilote à la barre, savoir comment est-ce qu'il bouge la barre en fonction de l'arrivée d'une risée. Une risée, c'est une pression du vent supplémentaire par rapport au vent moyen. Et avec tout ça, on en a plein d'autres. Beaucoup de capteurs de position quand même. On a beaucoup de choses qui bougent. Et en fonction de la hauteur de dérive, la dérive, c'est on va dire un profil qui rentre dans l'eau qui permet au bateau de ne pas dériver, de ne pas être gêné par la force du vent et pouvoir aller droit. Eh bien, si on la monte un petit peu, on va changer le comportement du bateau. Mais si on la monte un petit peu et on descend un petit peu plus de foil, on va encore changer le comportement du bateau. Si on la monte un petit peu, qu'on change le réglage du foil et qu'on change une tension dans les écoutes, on va encore changer le comportement du bateau. Et le comportement du bateau, encore une fois, celui qui nous intéresse, c'est sa vitesse intrinsèque sur l'eau. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est doubler les copains, quoi. Bon, clairement, hein, si tu fais de la voile, t'as pas décidé d'être millionnaire. Et moi, je vis de ma passion. Aujourd'hui, j'arrive à me sortir mon petit salaire tous les mois. Je suis content. Ce n'est en rien une finalité dans ma démarche sportive. Le jour où j'aurai envie de gagner de l'argent, j'arrêterai la voile. Et il s'avère que j'ai un parcours qui est un peu différent dans la voile. Tu as deux types de fonctionnement. Soit tu es embauché par une écurie comme les Gitana, les Massifs, les Banques Populaires. Et là, le skipper est pilote du bateau, un petit peu comme Lewis Hamilton. Il arrive le matin. Si les ingénieurs avaient envie de changer des choses sur les bateaux, il les changeait. C'est pas lui qui avait vraiment le final cut sur l'ensemble des décisions. Et moi, je fais partie de l'autre partie, c'est-à-dire que je suis clairement chef d'entreprise dans mon projet. C'est moi qui investis dans le bateau. C'est moi qui vais chercher mes partenaires les uns après les autres en essayant de créer le meilleur pool qui soit performant pour le projet et pour nos partenaires. Typiquement, si à la fin du mois il faut changer une voile et que c'était pas budgété, ben, c'est à toi de faire les arbitrages. Et souvent, le premier arbitrage, c'est de cutter ton salaire. Après, on vit de passion et d'eau fraîche. Hein, donc ça me suffit. Franchement, le fait de pouvoir vivre de passion tous les matins, ça me rend tellement heureux que à la fin du mois, je suis content. Et du coup, tu es 100% là-dessus. Ah, c'est mon métier. Ça l'est depuis 10 ans. Alors le problème de la trajectoire, c'est que là on rentre dans un domaine qui est beaucoup moins factuel parce qu'on vient rentrer des prévisions météo. Donc c'est super dur. Alors l'optimiser, ça serait déjà, là on rentre sur un vaste sujet qui est est-ce que c'est pas plutôt les prévisions météo qu'il faudrait optimiser? Et là on rentre dans un domaine qui est vraiment pas du tout le mien. Il faudrait plutôt en parler à Météo France. Donc effectivement, on cherche aussi à optimiser. En tout cas, il y a certainement des segments qu'on doit pouvoir optimiser entre la prévision et le routage, parce que comment ça se passe quand on ne regarde pas les nuages en se disant tiens, ce soir je vais aller vers l'ouest. On a des
des vingtaines de fichiers de vent disponibles sur l'ensemble de la planète, qu'ils soient des modèles français, européens, américains, canadiens. Chaque pays génère des fichiers météo quasiment pour la planète. Donc on vient avec un logiciel, on est capable de très facilement venir les récupérer. Après, on essaie de les analyser les uns avec les autres et on fait tourner des routages. C'est-à-dire que dans l'ordinateur, on a un grand tableur Excel avec chaque force de vent, direction de vent et la vitesse du bateau. Et lui, informatiquement, il vient avec les fichiers et les prévisions essayer de créer la route optimale. Donc il y a probablement des ajustements et des améliorations à faire dans cet algorithme de calcul de la route optimum. Mais là, on rentre une donnée qui est quand même la météo, qui est quelque chose d'un peu complexe à gérer, quoi. Alors, il y a le vent. C'est vrai qu'en échelle de on a deux choses, enfin on a trois choses qui font qu'on prend une route ou pas. Alors en hiérarchie, en 1, c'est le vent. En 2, c'est le coup. Ça dépend après, ça dépend de la force du vent. Il y a le courant et les vagues. On dissocie bien le courant des vagues. Parce que le problème d'un trimaran, c'est que le bateau avance tranquillement dans la mer et la mer se lève. Le problème, c'est le flotteur, donc trimaran, 3 coques, c'est le flotteur qui se retrouve au vent, qui n'est pas dans l'eau, donc qui est un petit peu en hauteur et qui, lui, peut se faire embarquer par la mer. Donc il y a une hauteur de mer dans laquelle on ne peut pas aller. Si on y va, on sait que les vagues vont venir casser notre flotteur en deux. Donc dans nos logiciels de routage, parce que quand on va chercher notre route optimum, on met un fichier de vent, un fichier de courant et un fichier de mer. Et il sait qu'au-dessus, par exemple, de 10 mètres de vague, c'est interdit d'y aller, quoi. Parce que là, c'est sûr, on va... Et après, il y a comme ce qui s'est passé sur, je ne sais pas si vous avez suivi, la route du Rhum l'année dernière, en 2018, où de toute façon, tu n'as pas le choix, il y a 10 mètres de vague. Donc, c'est là où tu viens savoir si les ingénieurs ont bien fait leur boulot ou pas en termes de conception de bateau. Et typiquement, on voit un Banque Populaire qui a laissé son bateau parce que le bateau s'est disloqué, enfin, c'est cassé vraiment dans la mer. Donc, on essaie clairement, prendre 10 mètres de vague avec ça, tu arrêtes ton métier après, hein, c'est vraiment pas rigolo. Donc, dans tous les cas, tu essaies de pas aller les chercher. C'est déjà de l'aide principalement à quelle voilure à adapter. Nous, les mauvaises décisions, elles sont soit stratégiques, soit matérielles. Donc matériel, ça tombe cash et tu casses du matériel. Ce serait vraiment de pouvoir dire attention, là, le vent monte, tu n'es plus sous la bonne voile. Donc, tu as des risques de chavirage. Et 2, tu risques de casser du matériel. Donc, c'est vraiment apporter des warnings sur le fait de te dire, bon, tu as bien compris, il y a tant de force de vent, normalement, ta voilure, c'est ça. Et là, tu n'y es pas. Donc, soit tu cliques sur OK pour dire, c'est bon, j'ai compris, laisse-moi tranquille, j'ai une bonne raison de le faire. Soit tu peux lui dire, merci, excuse-moi, j'avais un peu la tête dans les nuages, merci de me le rappeler. Et ça, tu peux l'imaginer sur plein de trucs. Tu peux l'imaginer sur la fameuse hauteur de dérive qui est sur un multicoque comme celui-ci, vraiment une réserve de puissance. Et tu peux avoir le vent qui monte et ne pas relever ta dérive. Et là, ça pourrait presque devenir dangereux parce que c'est ce qui fait que le bateau gîte. Donc, un des principaux faits que le bateau gîte. Et donc, tu pourrais tout simplement oublier de la remonter. Et là, très rapidement, l'ordi peut te dire attention, là, tu n'es plus dans les tables. Il faut que tu remontes de la dérive dardard parce que sinon, tu peux te faire peur. Ouais, c'est un peu ça en fait. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a la dernière partie telle que je l'avais décrite, c'était on analyse les données a posteriori pour proposer des réglages pour essayer d'aller plus vite. Et après, il y aurait même une 4e étape, c'est en temps réel sur le bateau, tu construis des algorithmes qui permettent d'un côté de mettre en place certaines sécurités, donc des warnings, et puis peut-être de l'autre aussi proposer des réglages pour toujours aller plus vite. Mais ça risque d'être dans... Parce que même demain, si tu arrives à vraiment acquérir assez de données, nourrir l'intelligence, il pourrait quasiment faire des propositions, quoi. Nous dire, tiens, essaie ça
peut-être que tu as des pistes de travail là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de... On fait beaucoup au feeling, quoi. On a un gros métier de feeling quand même. Ouais, alors on est en batterie. Alors les capteurs sont tous alimentés par du 12 volts, par le parc batterie du bord. On est en batterie lithium sur ce bateau. Et on a 2 sources d'énergie. On a de l'éolien qui nous permet sur une transat d'être à 80% renouvelable. Et on a quand même l'obligation encore aujourd'hui d'avoir des moteurs thermiques à bord pour 2 choses. Un, c'est si à un moment on doit se sortir d'une galère, être capable de mettre le moteur sur on et de partir de là où on est parce qu'on se rapproche d'un caillou, parce qu'il faut qu'on aille aider un concurrent et tu peux pas faire une approche à la voile pour qu'il vienne sur ton bateau parce que lui il est en train de couler, que tu puisses voilà. Donc à bord du Multi 50, les 2 sources d'énergie sont l'éolien et on a un petit appoint de diesel encore. Après l'objectif c'est d'essayer d'être en 100% renouvelable. Je pense que là-dessus, on a un sujet intéressant sur le sommeil. Sur quelle est ta réelle jauge de fatigue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on devrait, je pense, être capable, en tout cas techniquement, de se dire qu'à chaque fois que tu dors, tu es capable de mettre un petit bonnet connecté, il arrive à savoir comment tu dors, et il est capable, même demain, dans ta route optimale de te dire, bah tiens, là, tu vas avoir 3 heures, dans 8 heures, qui vont être top pour aller dormir. Donc, si j'avais un conseil à te donner, c'est là, il y a du vent, il faut cravacher pour aller vite dans le vent, mais après, le vent va un peu mollir, va un peu descendre, la mer va s'aplatir, donc tu pourras largement lâcher la barre et puis aller te coucher. Et il peut aussi te proposer, du coup, il pourrait suivre ton état de fatigue et te dire... bah là, même s'il y a du vent, tu sais pas quoi, tu vas un peu baisser la voilure. Et il faut vraiment que tu ailles dormir parce que tu es bien dans le rouge. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, à mon avis. Alors après, c'est vrai que sur la fatigue, le meilleur capteur, c'est aussi l'humain en lui-même. Se dire, à un moment, je suis trop fatigué. Mais avoir une aide qui peut venir... parce que le problème de la fatigue, c'est à un moment, plus tu es fatigué, je vais même pas dire que tu te rends pas compte que tu es fatigué, parce que si, mais tu ressens à un moment plus la fatigue, et c'est là où tu t'endors, tu as des hallucinations, ça peut devenir dangereux aussi. Ok, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à vous. Merci Mathias.